Merci de votre confiance renouvelée à DBS Télévision. Bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents. Nous sommes rendus en fin d'année, occasion pour plusieurs parents d'offrir des jouets à leurs enfants, surtout ceux en bas âge. Seulement, opérer un choix n'est pas toujours aisé face à la panoplie de variétés qu'offrent les constructeurs sur le marché. Les parents essayent tant bien que mal de s'orienter tout en gardant une certaine autorité en accord avec leur conception de l'éducation. Doit-on offrir utile ou ne penser qu'à faire plaisir à l'enfant? Bien d'interrogations les vôtres certainement. On en parle en première partie de cette émission. Notre rubrique mots d'enfant fait un gros plan ce soir sur l'érythrème fessier chez le nourrisson. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent qui ne sait plus à quel sein se vouer pour inculquer les valeurs du partage à sa fille de 6 ans. Véritable bien de consommation de masse, les jouets font partie de l'univers d'une très grande majorité d'enfants. De ce fait, il est important de bien choisir le jouet qu'on leur remet. Allons savoir pourquoi avec notre invité, Monsieur Marius Tiasep. Bonsoir. Bonsoir Adi, bonsoir aux panélistes sur le plateau et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de SOS Parents. Vous êtes psychologue de l'enfant et de l'adolescent. Quelle est la place qu'occupent les jouets dans la vie de l'enfant? Merci pour cette invitation. C'est ma grande première sur DBS. Je dirais tout simplement que avant d'aborder la question des jouets, il est important qu'on comprenne le rôle du jeu chez l'enfant. Parce que le jouet permet à l'enfant de jouer, ou alors d'exercer l'activité du jeu. Or, le jeu est une activité qui est non seulement nécessaire, fondamentale, mais aussi essentielle pour l'équilibre et le développement psychologique et de l'enfant en général. Donc, si on part du principe que le jeu est quelque chose de fondamental, on va comprendre que le jouet est le moyen par lequel le jeu s'exprime. Cependant, il faut bien savoir que on peut jouer sans jouet. Donc, le jouet n'est pas fondamental. C'est le jeu qui est essentiel. Parce que le jeu permet à l'enfant au moins à plusieurs fonctions, parmi lesquelles la découverte, permet à l'enfant de découvrir son environnement, découvrir son corps. Le jeu permet également à l'enfant de comprendre le monde en général, comment le monde fonctionne, donc d'explorer. Le jeu permet à l'enfant d'intégrer les règles sociales, les règles de conduite, les règles de vie et les normes sociales. Et le jeu permet à l'enfant de se développer, aussi bien sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan intellectuel que sur le plan social. Donc le jeu, comme a dit un psychologue, le psychologue Château, le jeu c'est le travail de l'enfant. C'est pour dire qu'on ne saurait avoir d'enfants sans jeu. Ce serait une catastrophe si on allait vers les enfants sans jeu. C'est donc pour dire que nous devons encourager les enfants à jouer. Parce que c'est en jouant que les enfants commencent à maîtriser et à acquérir des compétences qui leur serviront dans la vie. Les compétences sont transposables. Ce qu'on acquiert en jouant, ça permet par exemple, et maintenant, les jeux devront donc évoluer en fonction du niveau de développement, en fonction des âges. Et c'est justement ces critères, entre guillemets, qui vont permettre, qui vont favoriser le choix du jouet. Donc, on peut, il y en aura plusieurs. On a, par exemple, le critère du plaisir. Est-ce que ce jouet fera suffisamment plaisir, va permettre à l'enfant de s'épanouir? On aura des critères de sécurité. Est-ce que ce jouet va permettre à l'enfant, parce qu'il y a des jouets, par exemple, en fonction de l'âge, c'est peut-être un jouet peut être dangereux pour un enfant en bas âge, par exemple, il peut se blesser avec, il peut s'étrangler, il peut.
On va revenir sur tous ces critères tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Di. Comment vous allez ce soir? Très bien, merci. Vous avez fait un tour dans les rayons de jouets. Vous avez capté quelques réactions. C'est un reportage que vous avez réalisé avec le concours de Constantin Noudomki et Cyril Nantuan. Décembre, le mois qui exacerbe des passions. La fascination d'un grand public pour le 12e de l'année est si grande que le paysage en est modifié. Guirlandes et autres sapins réapparaissent à telle enseigne que soudain, les rues sont atteintes. Ce décor, bien entendu au nom de la nativité que célèbre la chrétienté, des fêtes de Noël et Nouvel An qui ne dispensent pas les enfants et même de tout petits de leurs exigences. Voilà qui dynamise l'industrie des jouets. Plus que d'ordinaire, les rayons en offrent de toutes les formes puisqu'ils vont flatter tous les sens de l'enfant. Le défi reste alors sur le choix à faire dans la mesure où aujourd'hui plus qu'hier, ces gadgets diffusent la vision d'une société violente et anarchique dans un contexte marqué par l'insécurité. Les trucs qu'ils appellent les bombes là, parce que en ce moment, dans des périodes, surtout des fêtes, on ne sait pas qui est qui. Et pendant ce temps que ça pète par ici, pète de l'autre côté, ça peut être peut-être qu'il y a le braquage par là-bas, on croit peut-être que c'est les enfants qui sont en train de jouer. Le constat est là, bon nombre des jouets présents sur le marché consistent en des armes ou en tout autre accessoire faisant la part belle à une idéologie de domination qui met l'accent sur la force, le pouvoir et susceptible de forger sur l'enfant un profil d'agressivité. Certains enfants prennent l'arme et ils s'habituent à faire du n'importe quoi avec. Et dans l'avenir, ils s'intéressent à l'arme qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'un enfant doit bien faire avec un fusil? Ça, demain ou après-demain, peut-être tu prépares un braqueur, ça va. Tu ne peux pas prendre l'arme et tu donnes à un enfant comme jouet. Et quand vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle, si l'enfant a l'arme déjà comme jouet, vous voyez ce que ça peut répercuter sur son mental. Il n'est pas exclu qu'il contribue dans une large mesure à cette recrudescence de violence dans les collectivités. On ne le dira jamais assez, un adulte qui a la charge d'un enfant devrait veiller soigneusement à choisir des jouets qui conviennent. Outre l'aspect de la violence ici décriée, certains jouets peuvent développer chez l'enfant une tendance matérialiste. Il risque de s'enraciner chez ce dernier, un appétit pour un train de vie en perpétuelle amélioration, mais alors au prix de tout. L'enfant, c'est un être humain qui grandit. Lui acheter des jouets de luxe vont également l'amener à aimer des choses grandes à l'avenir. Donc, c'est une question d'éducation en fait. Voilà, quand vous êtes rigoureux envers votre enfant, il grandira avec de la rigueur. Si vous lui faites aimer des choses intéressantes, des choses de luxe, dans l'avenir également, il aimera des choses de luxe. La grande élaboration par la technologie des jouets a damé le pion au classique. Certains pourtant proposent en lieu et place des spécimens électroniques très coûteux, chronophages, avec des risques à la dépendance, des jeux plutôt simples et instructifs. Il y a aussi d'autres jouets éducatifs qui éduquent comme les voyelles, les jouets du médecin qui encouragent ses enfants à aimer cette profession. Pour d'autres encore, des jouets devraient servir à entretenir une vocation ou à préparer l'enfant à une vie d'adulte. Vous avez voulu que l'enfant soit par exemple médecin, vous allez voir peut-être ces jouets comparativement à ce cadre-là. Si vous allez, et par rapport aux femmes, il faut aussi amener l'enfant à comprendre que si elle est enfant et femme, quand il sera grand, il sera adulte, voilà, vous l'amenez aussi, vous l'orientez aussi vers ça. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'éducation. Un autre choix tient de quand il faut acheter un jouet. Pour ceux qui n'attendent que décembre pour le faire, il reste à évaluer chez l'enfant la satisfaction d'un jouet reçu à un moment autre, inattendu que celui de Noël. Ce dernier verra-t-il en ce cadeau l'expression d'une réelle attention, mieux que la conformité à un code imposé aux parents une période précise de l'année. Des jouets, c'est pour le jeu, mais leur choix ne relève pas d'un jeu, tant l'enjeu porte sur l'avenir d'un enfant pour le bien-être de toute une société.
Vous faites bien d'être avec nous. L'émission, c'est SOS Parents, tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, DBS officiel. Colin Bekatal, vous avez visité quelques rayons de jouets. Quelles sont les variétés les plus présentes? Alors, comme je le disais, tantôt je le relevais à ce reportage, l'électronique, n'est-ce pas, à pignon sur rue, mais il arrive néanmoins, il convient quand même de relever que des jouets qui ont cette tendance, n'est-ce pas, l'armement, elles aussi, n'en sont pas de reste. On constate que les parents semblent bien prendre conscience de la chose, parce que lorsque nous avons promené notre micro, ceux que nous avons trouvés ont unanimement tous, bon, malheureusement il n'y avait pas de temps pour présenter tout ce que nous avons pu capter, ont dit manifestement que des jouets qui prônent la violence, des armes et autres ne sont pas bien. Mais sur les rayons de marché, malheureusement, on se rend bien compte de ce qu'on continue d'en trouver. Alors, on ne sait donc pas si ceux, n'est-ce pas, pour qui ces jouets sont commandés sont de cette planète, ou alors sont-ils ceux-là qui refusent de se manifester dans le sens, n'est-ce pas, de ces jouets qui sont contre la morale. Mais toujours est-il que s'ils sont sur des étals, c'est qu'ils vont avoir des acheteurs. Voilà, des jouets seront achetés et puis donnés à ces enfants, malheureusement. Et ce n'est pas aujourd'hui que la situation est décriée. Tous les ans, lorsque nous allons, n'est-ce pas, vers des gens, il y a toujours ce fait que oui, des armes, des fusils, des chars d'assaut ne sont pas bien pour des enfants, mais à chaque fois, chaque édition de ces fêtes de la nativité, on se rend bien compte de ce que les commandes sont faites. Et puis, dans les foyers, dans les ménages, on trouve toujours ces enfants avec un char d'assaut, un pistolet, de toutes les façons, ces jouets qui malheureusement, comme on a dit, effritent le sens moral des enfants et puis risquent fort bien d'en faire des délinquants de la société. Colin Bekatal, vous nous dites dans votre reportage qu'il ne faut pas toujours attendre la période des fêtes pour offrir les jouets aux enfants. En effet, je le relevais aussi dans le reportage. Voyez-vous, un jouet qu'on offre, c'est un cadeau. Et le cadeau est l'expression de l'amour qu'un enfant porte pour son enfant. Qu'un parent, je voudrais dire merci, porte pour son enfant. Et je pense que ça devrait être spontané. Voilà. Alors, les enfants ne sont pas dupes. Il arrive, des enfants exigent. Lorsqu'un parent, dans la plupart des cas, n'a pas acheté le jouet à son enfant, l'enfant revendique et fait des problèmes. C'est Noël, tu ne m'as pas acheté de jouet. Et en ce moment, on a l'impression que les rôles sont inversés. C'est l'enfant maintenant qui mène la barque. C'est l'enfant qui apporte, qui donne des exigences, qui donne des lignes de conduite à l'enfant. On se rend bien compte, je le relevais tantôt, que c'est un code bien établi. On a l'impression que des parents sont contraints d'apporter des cadeaux. Et ça ne prend donc plus la proportion, la dimension d'un cadeau en ce moment. C'est un devoir. Mais par contre, si un parent prenait l'habitude d'offrir quelque chose alors qu'on s'attend le moins, à une période inattendue comme ça de l'année, l'enfant pourrait mieux comprendre l'expression de l'amour. Il va bien se rendre compte de ce que, alors que mon père parcourt de lui, il pense à moi. Il sait que j'ai besoin de ceci pour mon épanouissement. Il sait que j'ai besoin de ce jouet. Et l'enfant l'apprécie bien mieux que lorsque c'est un jouet. Il a un jouet, le voisin en a, tel autre en a, à fin de compte. On comprend que ce n'est pas l'expression de l'amour d'un parent, mais c'est une obligation. Par contre, lorsque le parent le fait spontanément, encore qu'il ne faut nécessairement pas qu'il coûte cher, qu'il soit très coûteux, l'enfant s'attend le moins à ce que son père lui apporte un cadeau. J'imagine que si on essaie de faire une évaluation de ce qu'il ressent de ce jouet reçu, n'est-ce pas, avec celui qu'on le rend, qu'on lui remet à la période de Noël, il se sentirait mieux aimé, mieux estimé par son parent que lorsque c'était d'une façon, je veux dire, informelle, quoi. Parce que la Noël, c'est déjà quelque chose de bien établi et je pense que ça perd un peu de son idéal. Cet amour de père pour son enfant perd un peu de son idéal. Merci Colin Bekatal, merci pour ce reportage. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'est le Prêt à Dieu. Bien sûr.
Monsieur Tchessep, il y a une variété de jeux, de jouets, le choix. Pourquoi est-ce que les jouets d'armement sont aussi décriés? Mais je voudrais déjà saluer le magnifique reportage de Colin, qui a le mérite de mettre en exergue un certain nombre de problématiques, dont celle à laquelle vous faites allusion. Donc je voudrais tout de suite ne pas être péremptoire. Ne pas être péremptoire, c'est pas parce que systématiquement il y a un jouet, il y a des armements que ça va faire des délinquants. Ou bien, et il a bien relevé dans l'explication qu'il nous a donnée que aucun parent n'accepte, ne soutient qu'il faut offrir ce type de jouet à l'enfant, mais pourtant on retrouve sur les étalages. Finalement, c'est pour qui? Pour donc revenir à dire, tout simplement pour dire que le jouet doit répondre déjà aux aspirations de l'enfant. Il y a des enfants qui aspirent au métier d'armes, par exemple. Et le jouet, au-delà des aspirations de l'enfant, il doit répondre aussi à ce qu'on appellerait le niveau de développement. Donc, il ne faut pas être forcément péremptoire. C'est vrai qu'à priori, le fait que ce soit saturé, que ce soit en excès, en abondance, ou bien que le parent qui achète ne se pose pas forcément la question de la finalité de l'utilisation, de l'importance, de l'objectif de son achat, ça pose un autre problème. Donc, il y a un problème derrière d'éducation du parent. Je voulais justement en venir, monsieur Tchess. Est-ce que c'est le jouet, c'est l'arme, le jouet qui est un problème, ou c'est l'utilisation ou la voie de conduite qu'on donne à l'enfant qui fait problème? Mais je dirais que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que si on est dans une société où il y a une saturation de jouets qui à caractère violent, ça pose un problème. Si on est dans une société où les parents ne sont pas suffisamment éduqués sur quel type de jouet, pour quel âge, ou bien pour quel type de jouet, pour quel niveau de développement. Je le disais tout à l'heure, c'est que le jeu est quelque chose d'essentiel pour le développement de l'enfant. Et dans le reportage, j'aime bien quand il nous mentionne, quand il rappelle qu'il ne faut pas forcément attendre un moment indiqué. C'est vrai que pendant les périodes de fête, c'est un moment de plus, mais ça doit pas être le moment unique dans lequel l'enfant reçoive son jouet. Si on intègre que le jeu, c'est le travail de l'enfant. Parce que l'enfant doit aller au travail. Quand vous sortez, vous venez au boulot, l'enfant lui joue et on considère que c'est son boulot. Donc, si ceci est dit, il faut bien que maintenant, qu'on comprenne que les jouets doivent donc être obéit au niveau de développement de l'enfant. Par exemple, un enfant de 0 à 2 ans, à cette étape-là, sur le plan, il a plus besoin des jouets qui l'aident à développer ses sens. Donc, les jouets sonores, par exemple, les jouets qui font du bruit, les jouets qui l'aident à repérer les endroits. Donc, parce qu'il est dans une phase d'acquisition sensorimotrice. À partir de 2 ans, il est dans une phase de représentation. Il a besoin des jouets symboliques. Par exemple, la jeune fille aura besoin des poupées entre 2 et 5-6 ans. Elle aura besoin des jouets qui l'aident à se projeter dans une situation de vie. Elle aura, mais également des jouets qui aident à développer le tonus musculaire, c'est-à-dire l'activité physique. Donc, parce que c'est une période où l'enfant a beaucoup d'énergie, il faut qu'il puisse... Plus tard, à partir de 5-6 ans, on est là maintenant dans la phase des opérations concrètes. Et à ce moment-là, l'enfant a besoin des jouets de construction, des jouets qui l'aident à intégrer les règles, à comprendre la règle sociale, à normaliser. Donc vous voyez que en fonction du niveau où on se situe, le jouet doit être adapté. Le jeu doit être adapté. Donc, la question des armes, je veux dire que c'est à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas totalement libéraliser, il ne faut pas que ça sature les marchés non plus, mais il ne faut pas totalement aussi exclure parce que ils ont une fonction symbolique, une fonction de projection, une fonction de représentation. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent par exemple au métier d'armes parce qu'ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à se projeter. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que c'est également des jouets qui peuvent véhiculer de la violence, qui peuvent suggérer la violence aux enfants et pouvoir encadrer derrière. Notre deuxième invitée nous a rejoint, la coach Micheline Samer. Elle est encore avec nous ce soir. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, monsieur Tchessep. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Coach, dans l'achat des jouets, au moment de l'achat, on a le choix de l'enfant, on a le choix du parent. Lequel doit primer? Forcément, c'est le choix du parent.
c'est le parent qui éduque l'enfant. Donc, tout ce que le parent fait, c'est pour le bien de l'enfant, c'est pour le canaliser vers une certaine destination, mais c'est le parent qui a l'ascendant sur l'enfant. Donc, normalement, c'est aux parents de choisir. Évidemment, plus l'enfant va grandir, plus on va tenir compte de ses choix, mais au final, c'est aux parents de choisir parce que c'est le rôle du parent d'éduquer l'enfant et acheter les jouets, offrir les jouets à l'enfant fait partie de l'éducation de l'enfant. Et dans ce choix, coach, quels sont les critères qui doivent guider ce choix? C'est les mêmes critères que pour l'éducation générale de l'enfant. Lorsque vous voulez apprendre quelque chose à votre enfant, vous avez un projet de vie, vous avez quelque chose que vous voulez pour votre enfant à long terme. Donc les conseils que vous lui donnez, l'exemple que vous lui donnez, les tenues que vous lui achetez et les jouets que vous lui donnez vont tous dans le même sens. Quel genre d'enfant vous voulez plus tard? C'est à partir du moment où vous lui donnez le jouet que vous l'amenez implicitement dans le sens de ce que vous voulez que l'enfant devienne. Donc oui, plus l'enfant va grandir, plus on va l'impliquer, on va demander ses goûts, on va en tenir compte, mais il n'en demeure pas moins que la trame générale, les balises restent du devoir du parent et il doit veiller à ce que les jouets aillent dans le sens de ce qu'il veut au final pour son enfant. Quelles sont les règles qui doivent encadrer les activités de jeu une fois l'enfant avec le jouet entre les mains? Bon, il faut déjà savoir que mon copanéliste l'a très bien expliqué, jouer pour un enfant, c'est normal. Donc, il a besoin de jouer. Sauf que le jouet, en réalité, c'est une béquille. Le jouet, c'est une béquille. Normalement, l'enfant a besoin du jeu et non du jouet. Ça veut dire que s'il avait moyen de jouer avec ses doigts ou faire autre chose, il l'aurait fait. C'est parce que le parent n'est pas là. Il est occupé à autre chose. Comme je dis souvent aux parents que je reçois en coaching, soyez conscients que c'est vous le meilleur joueur de votre enfant. Quel que soit ce que vous lui achetez, si vous venez, il y a plusieurs enfants qui jettent même carrément le jouet. Quand son père ou sa mère arrive, il jette le jouet, il va se jeter dans ses bras parce que c'est le père qui est plus important que le jouet. Maintenant, les parents n'ayant pas le don d'ubiquité, à un moment, il faut bien sortir pour aller chercher l'argent, même pour acheter ce jouet. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc de l'enfant qui a besoin de jouer? Maintenant, on prend une béquille, un parent de remplacement. C'est ça, ces poupées, ces ballons et tout ce que vous voyez, pour que l'enfant continue de s'épanouir avec ce que son père ou sa mère aurait dû faire, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, il faut déjà comprendre ça. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous donnez un jouet, ça a été très bien dit aussi ici, ça a une fonction d'éveil pour l'enfant. Donc, lorsque vous achetez un jouet, vous remettez à l'enfant, le but de ce jouet, ce n'est pas de se divertir parce que c'est la période de fête. Ce n'est pas parce que tout le monde a le jouet qui... Il faut que ce jouet lui apporte quelque chose. Prenons l'exemple des jeux de construction. Peut-être vous connaissez les Lego, les petits carrés qu'on imbrique les uns dans les autres et puis qui sortent une forme. Lorsque vous donnez ça à votre enfant, à ce moment-là, ça joue deux fonctions. D'abord, ça vous remplace, vous le parent, parce que c'est vous qui aurez dû être avec l'enfant à ce moment. Comme vous n'êtes pas là, au moins donnez-lui quelque chose qui le fait réfléchir. Quand il met la première brique dans la deuxième, ça n'entre pas. Il change le sens, il tourne ainsi de suite, ça n'entre pas. Ça se voit que ça ne correspond pas. Il finit par voir que bon, ça ne donne pas. Est-ce que je ne pourrais pas plutôt essayer? Donc les jouets qu'on donne à l'enfant doivent permettre à l'enfant de grandir, doivent l'aider à se développer mentalement. Et oui. Si vous permettez, je vais embrayer un peu. Oui. Et c'est dans ce sens que je vous disais tout à l'heure quand le reportage passait que je ne comprends pas le concept de jouet éducatif. Parce que par essence, un jouet est éducatif. Le jouet a la fonction d'éduquer, de permettre à une énigme à résoudre. Et lorsque l'énigme, le jouet est adapté à l'âge et que l'enfant parvient à résoudre cette énigme, eh bien, on voit bien que la fonction il acquise une compétence. Maintenant, pour les parents, jouet éducatif, c'est qu'il faut qu'il y ait des lettres, il faut qu'il y ait d'ordinateurs, mais en général, retenons que les jouets sont par essence éducatifs. Deux choses également m'interpellent à la suite du propos de Micheline. C'est bien, ça? Ok, donc, la première chose, c'est de dire aux parents qu'un jouet n'est pas éternel. Parce qu'il y a des parents qui se disent que non, on a acheté le jouet, il a cassé le jouet. Mais s'il ne casse pas le jouet, qu'est-ce qu'il fera de ce jouet, cet enfant? À la limite, le jouet, il l'utilise et ça s'use. Et parfois même, ça s'use très rapidement.
Et s'il vous plaît, les jouets ont une seconde vie. C'est parfois quand le jouet est usé qu'il retrouve vraiment l'importance de ce jouet et qu'il découvre autre chose. Et ça l'aide on est ici dans le développement des compétences. On a des enfants qui sont devenus des fins ingénieurs, des fins techniciens parce qu'ils ont pu démonter un jouet neuf qu'on leur a acheté. Ils sont intéressés au processus de montage. Donc, que les parents se disent parce que le jouet doit être utilisé de telle manière, dans telle orientation et tout ça. Donc, laissez l'enfant aller de son ingéniosité, laissez l'enfant aller de sa créativité. La deuxième chose que je voudrais dire aux parents, c'est que le jouet n'a pas fonction de remplacer le parent sur le plan affectif. Parce qu'il y a des parents qui se disent qu'en achetant les jouets, eh bien, le tout est joué. Tout est réglé. Il a les jouets les plus chers, il fait le tour du monde, même si je ne suis pas là, c'est pas grave. Non. Même si je ne lui témoigne pas de mon affection, c'est pas grave. Parce que le jouet ne remplacera jamais la présence, l'affectivité, l'amour et le réservoir d'amour dont l'enfant a besoin pour se développer, pour grandir, pour être équilibré. Quel qu'en soit le jouet, quel qu'en soit le prix du jouet que vous lui offrez, quelle qu'en soit la taille, la grosseur, eh bien votre présence, votre relation subira toujours un coup si vous ne vous y investissez pas en tant que parent. Monsieur, ça c'est pour revenir aux parents qui veulent des jouets qui vont mettre long. Il y en a également qui achètent des jouets qui sont au-dessus de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire pour stimuler l'enfant. Qu'en est-il exactement? Mais si on achète, le jouet peut devenir rapidement ennuyeux s'il est au-dessus de l'âge de l'enfant. Je vous dis, par exemple, vous avez un enfant entre 0 et 3 ans, il a besoin de jouets sonores, il a besoin des jouets à forte débauche d'énergie, et vous lui achetez un jouet d'acquisition de règles, ou bien un jouet de développement des connaissances, par exemple, un jouet de chercher le mot, un enfant de 3 ans. Eh bien, il va s'ennuyer, il va le gérer. Et soit il va l'abîmer, soit et vous trouverez qu'il ne sait pas entretenir les jeux. Donc, par contre, si on est dans une famille où il y a plusieurs enfants, ça peut être structurant parce qu'il verra peut-être comment les aînés utilisent ce jouet et ça leur est utile et il l'apprendra à leur côté. Mais de façon spécifique, il vaut mieux acheter le jouet adapté au moment c'est-à-dire le jouet à la taille. Parce que l'enfant doit jouer une bonne partie de sa vie. Je dirais toute la vie, mais une bonne partie de la vie, le jouet est essentiel. C'est comme les vêtements, c'est comme les chaussures. Est-ce que lorsque votre enfant a 3 ans, vous lui achetez les chaussures d'un enfant de 6 ans? Ou bien lorsqu'il doit mettre le tablier, vous lui achetez la tenue du collège? C'est pareil. Donc, il faut qu'on puisse savoir que le jouet doit faire partie des budgets de parents. Les parents doivent intégrer la notion de jeu dans leur budget. Pas forcément de jouet, de jeu, je dis bien. Parce que le jeu, on peut jouer sans jouet. D'accord. Madame Micheline Samet, les jeux vidéo et Internet sont des jeux ordinaires mais qui sont très prisés par les jeunes. Comment encadrer pour qu'ils ne tombent pas dans l'addiction, surtout les adolescents? Bon, comme vous savez déjà, moi, mon travail, c'est d'accompagner les parents dans la gestion des enfants. Donc, je pense que ce que l'enfant devient est en partie forgé par les parents et ceux de l'enfant. Ça veut dire que c'est aux parents d'être éduqués. C'est aux parents de savoir que le jouet qu'il met à la disposition de l'enfant est implicitement en train d'amener l'enfant dans un sens ou dans un autre. Oui, les parents doivent s'adapter et ça, c'est l'un de mes combats. J'invite les parents à s'adapter au genre d'enfants que nous avons aujourd'hui. Vous n'allez pas, parce que vous, à votre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas Internet, vouloir absolument que votre enfant ait le ballon de football parce que c'est ça qu'on vous avait acheté quand vous aviez son âge. Non, le monde avance, les enfants avancent. Si vous les éduquez avec des critères qui ne sont plus ceux de maintenant, même si évidemment le socle, lui, ne changera jamais, vous aurez des enfants déphasés. Donc oui, c'est aux parents de s'adapter. On vit à l'ère de la technologie. Comme j'explique souvent aux parents, aujourd'hui à l'école, lorsqu'on fait la liste des livres, des cahiers, il y a aussi un ordinateur. Prévoyez la connexion Internet parce que l'enfant va faire des recherches. Donc oui, le parent doit s'adapter. Oui, Internet a sa place. Les jeux vidéo ont leur place parce que c'est ça ce qui est de notre époque. Et votre enfant est né à l'époque où on utilisait ça. Maintenant que c'est dit, aux parents de savoir qu'ils doivent donc encadrer ces jouets-là. Une fois de plus, le parent donc doit être éduqué. Et c'est un tort pour certains des parents de dire que c'est l'enfant qui connaît. Quand vous demandez à un parent comment marche ça, il dit que je sais, pardon, demandez aux enfants là-bas. Mes amis, ce n'est pas ça. Apprenez comment fonctionnent ces jouets. C'est quand vous savez comment fonctionnent ces jouets que vous pouvez accompagner l'enfant, que vous pouvez savoir s'il est même en train de faire des dérives.
Si vous êtes complètement ignorant, l'enfant va tenir l'appareil, il va ouvrir 2 pages. La deuxième page sera des pages pornographiques. Vous ne saurez pas. À chaque fois que vous allez venir, il va directement cliquer et puis vous allez voir une page je sais pas, de jeu de n'importe quoi. Pourtant, la deuxième page, c'est des images pornographiques. Donc, il faut que le parent soit lui-même éduqué. Il faut que le parent s'ouvre à apprendre comment fonctionnent ces jeux. Je suis conscient que nous sommes d'une autre époque. Moi, par exemple, je reconnais que j'ai des efforts à faire pour m'adapter au genre de jeu d'aujourd'hui, mais c'est un effort que je fais. C'est un effort que je fais parce que ça me permet de parler le même langage que mes enfants. Donc, chers parents, apprenez à comprendre ces jeux électroniques. Je sais, ce n'est pas de notre époque, mais apprenez, il y va du devenir de votre enfant. Coach, que faire si l'enfant n'est pas très enchanté par le jouet qu'on lui offre? Bon, il faut savoir, c'est un rappel, on l'a déjà dit ici, que le jouet a 2 fonctions. Il y a une fonction divertissante et une fonction éducative. Donc, en plus de la fonction éducative, il y a la fonction divertissante. C'est pour ça qu'on parle de jouet. Donc, si vous donnez un jouet à votre enfant et que vraiment ça ne l'accroche pas, rappelez-vous que derrière la fonction éducative, il y a derrière la fonction divertissante, il y a d'abord la fonction éducative. Ça veut dire que si je schématise, si vous lui donnez, je sais pas, le ballon et puis vous voyez que ça ne l'accroche pas, pensez à ce que vous aviez en tête quand vous lui avez donné le ballon. Si le ballon ne l'accroche pas, cherchez quelle est cette chose que vous avez dans un autre jouet. Donc, c'est pour dire que le parent lui-même doit avoir une ouverture d'esprit. Il doit être quelqu'un qui est libre dans sa tête. Ce qu'on veut, c'est que cet enfant, en s'amusant, se développe intellectuellement. Si maintenant, la poupée ne l'accroche pas, parce que c'est un garçon, bon, on lui a mis, c'est un tort, soit dit en passant, que le garçon doit jouer avec le ballon et la fille doit jouer avec la poupée. Donc, quand vous donnez la poupée à votre garçon, mais maman, c'est quoi ça? Est-ce que je suis une fille? Je ne veux pas ça. D'accord, c'est un autre débat. Mais ce que vous vouliez qu'il sache en lui donnant la poupée, cherchez quel est le jouet qui joue le même rôle et proposez-lui ça. De toutes les façons, l'idée même, ce n'était pas de donner un seul jouet à l'enfant. Puisqu'on est conscient que le but du jouet, c'est aussi une fonction éducative, proposez-lui même plusieurs jouets. C'est ça qui va permettre de savoir vers quoi il est attiré, vers quoi il a plus de facilité. Il n'était pas question de donner un seul jouet à l'enfant. Pour sortir, Monsieur Tiasep, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut proposer plusieurs jouets à l'enfant? Parce que je voulais en venir. Est-ce qu'on doit, en plus de ce que nous on juge utile, tenir aussi en compte son point de vue? Mais bien sûr, c'est une co-construction. Nous sommes dans l'éducation, dans le style éducatif démocratique. Parce que on doit pouvoir tenir compte des aspirations de l'enfant. Un jouet qu'on offre à l'enfant tient compte des aspirations de l'enfant, mais aussi de la vision que le parent a pour son enfant. Donc c'est la rencontre des deux qui permet d'avoir un jouet épanouissant pour l'enfant. Sinon le parent va certainement gaspiller son argent et l'enfant va tout le temps préférer aller jouer avec ses amis ou aller avec les voisins qui auront peut-être des jouets plus attractifs. Donc, c'est une rencontre des deux entre les aspirations de l'enfant et la vision que le parent a qui amène le parent à trouver le jouet. Donc, mais la question de la pluralité, de la multitude des jouets, pour moi, ça va de soi parce que maintenant, comme je le dis encore, il y a des parents qui n'ont peut-être pas suffisamment de moyens pour acheter des jouets au rythme où que cela sort. Et je rappelle encore que le plus important, ce n'est pas le jouet, c'est le jeu. Qu'ils prennent le temps de jouer avec leurs enfants, qu'ils apprennent à leurs enfants à fabriquer des jouets, qu'ils se souviennent de leur enfance. Nous, on fabriquait nos propres jouets, on faisait des bateaux avec du papier, on faisait des voitures avec des boîtes de conserve. Donc, ça peut être aussi un moment de bricolage intéressant, un moment de jeu, de partage, de communion avec son enfant qui l'aide et qui compense tous les jouets qu'il n'a pas pu avoir. Nous allons marquer une pause pour prendre notre rubrique mots d'enfant. Cette semaine, on s'intéresse aux érythèmes fessiers chez le bébé. Je vous invite à suivre les explications du docteur Joseph Bellec, rencontré par Cynthia Nguemo et Constantin Noudomki. Oui, les rouges fessiers, on appelle ça l'érythème fessier. C'est une papule rouge, vive, inflammée, qu'on retrouve au niveau des fesses du bébé. L'adulte ne va pas avoir l'érythème fessier.
L'érythème fessier est causé par des couches humides. Donc peut-être la mère a séché les couches, elle n'a pas bien séché, elle vient, elle met à l'enfant. Ça va causer l'érythème fessier. Le fait de ne pas changer continuellement les couches, parce que l'enfant fait pipi à chaque fois, l'enfant urine, l'enfant fait les ceci, on ne change pas les couches continuellement. Ça va causer l'érythème fessier. Et les choses comme la diarrhée aussi causent l'érythème fessier. Les produits irritants, les produits que les mères utilisent parfois peuvent irriter les fesses des bébés aussi. Quand quelqu'un vient avec son enfant qui a l'érythème fessier, quand on mène l'enquête, on trouve toujours soit la mère a mis les couches humides, soit la mère n'a pas enlevé constamment les couches. Et j'ai oublié, ce qui peut aussi causer l'érythème fessier, il y a aussi la diarrhée. Le fait que l'enfant fait aussi la diarrhée peut aussi causer l'érythème fessier. Et il y a aussi les allergies à certaines couches. Donc l'enfant peut faire l'allergie à certaines couches et ça peut causer l'érythème fessier. L'érythème fessier, c'est une porte d'entrée parce que ça irrite la peau. Ce qui fait que si on ne prend pas ça vite en charge, c'est une porte d'entrée pour certaines bactéries. Donc une bactérie peut entrer à travers les fesses là et causer certaines maladies. L'érythème fessier, ça ne peut pas entraîner une complication quelconque si c'est vite pris en charge. La prise en charge, c'est une fois arrivé à l'hôpital, le médecin va prescrire des pommades, un bain de siège et il va vous demander de laisser les fesses à l'air libre. L'érythème fessier, il faut éviter de mettre l'enfant, il faut éviter de mettre l'enfant, il faut éviter de donner les couches humides à l'enfant, de mettre l'enfant avec les couches humides. Donc il faut bien sécher les couches avant de mettre à l'enfant. Il faut continuellement changer les couches. Parce qu'il y a certaines mères, tu mets une couche le matin, c'est à midi que tu enlèves, ou tu mets le matin, l'enfant reste avec toute une couche. Ça va causer l'érythème fessier. Il faut aussi éviter les savons parfumés qui peuvent aussi donner l'érythème fessier. C'était là notre rubrique mots d'enfant. Nous allons tout de suite apprendre le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent préoccupé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir madame, bonsoir aux experts sur le plateau. Je suis maman de 4 enfants. J'ai beaucoup de difficultés avec la deuxième. Ma fille de 6 ans ne veut rien partager, même avec sa petite sœur. Ses jouets, son goûter, sa chaise sont à elle et à personne d'autre. Récemment, ses cousins étaient de passage à la maison. Ça s'est très mal passé car elle ne voulait pas qu'il touche à ses jouets. Je ne l'avais jamais vu défendre son territoire de cette manière. Le jouet dont ma fille ne se souciait d'ordinaire que très peu devenait soudain dans les mains de son frère son plus grand objet de convoitise. C'est la même chose lorsque son frère me parle ou s'assoit sur moi. C'est la crise instantanée. J'ai beau parler, lui dit que c'est important de partager, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas comprendre. Que faire? J'ai besoin de vos conseils. Voilà, c'est le cri de cœur d'une dame. Kosame, quelle est votre première réaction après avoir écouté le cri de cœur de cette dame? C'est difficile à dire, mais moi je pense que c'est un peu normal. Nous sommes des humains. Quand on aime quelque chose, on veut garder ça pour soi. C'est humain, tout le monde est comme ça.
Donc, ma première réaction, c'est de dire que ce serait plutôt anormal qu'elle ait quelque chose et puis la première personne qui vient donne ça, ça allait plutôt être un manque d'intérêt. Donc, le fait qu'elle s'accroche sur ce qu'elle a montre que c'est important et puis elle aimerait garder ce qui est bien pour elle. Bon, maintenant, quand ça devient, entre guillemets, maladif, quand ça attire déjà l'attention, là, ça va déjà dans la dérive et il faut voir ce qui se passe. Mais à la base, c'est tout à fait normal. Moi, je me souviens quand mes enfants étaient tout petits, quand ils avaient leurs jouets, mais c'est quand ils dormaient qu'il fallait leur enlever ça. Ils ne voulaient pas se séparer de leurs jouets, même pour manger. C'est dans le sommeil qu'on venait leur enlever ça. Donc, je pense que c'est un attachement normal pour l'enfant. Mais maintenant, quand ça dépasse certaines limites, il faut voir qu'est-ce qui fait que l'enfant tombe dans l'autre travers. Vu le cri de cœur de cette dame, est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer déjà? C'est un enfant de 6 ans? Non, je ne me serais pas alarmée. Si j'avais cette maman en face de moi, je ne me serais pas alarmée. Mais je l'aurais questionné quand même assez pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans quel environnement cet enfant évolue? Pourquoi est-elle aussi accrochée aux jouets? Est-ce parce qu'elle n'a pas souvent de jouets? Est-ce parce qu'on donne tout à ses frères et ses sœurs? Et puis pour une fois qu'elle a sa chose, elle s'accroche à ça? J'aurais posé des questions. Il faut que cette maman essaye de savoir pourquoi l'enfant est autant accroché. Est-ce que cet enfant vit dans un environnement où il y a d'autres enfants? Comment se comportent les autres enfants? Est-ce qu'elle donne les jouets à tous les enfants ou aux petits? Est-ce qu'elle est l'aînée et puis on donne plus aux cadets? Parce que nous, les parents, tombent souvent dans ce travers. Elle est la deuxième quand on dit le cri de cœur. Voilà, on se dit souvent, l'enfant est l'aîné, il peut comprendre, les autres, c'est les petits, c'est à eux qu'on va donner. Alors que l'enfant a encore besoin de l'affection de ses parents. Elle n'a pas l'affection de ses parents. Si en plus elle n'a pas de jouet, alors son seul jouet, on peut comprendre qu'elle s'accroche là-dessus et puis qu'elle ne veut absolument pas donner. Donc il y a certaines questions auxquelles nous devons avoir des réponses pour mieux cerner la situation. Ce qui est certain, c'est que généralement l'enfant donne. Quand l'enfant donne, ça veut dire qu'il se sent à l'aise, il ne se sent pas en insécurité, il sait qu'il peut encore avoir ça. Généralement, il donne. Et puis quand il en a besoin, il prend, il donne, il prend, il donne. C'est un geste naturel. Monsieur Tiassep, pourquoi cet enfant a-t-il autant de mal à partager? Ben, je m'inscris déjà à la suite de Madame Samé pour dire que pour moi, ce n'est pas alarmant, la situation n'est pas critique. L'enfant est dans son processus de développement. Et je m'inscris encore plus avec elle quand elle dit qu'il faut explorer davantage pour comprendre les autres raisons. Parce que là, on a pris un cas, un enfant esselé. Il faut comprendre dans quel environnement l'enfant vit, quelles sont les interactions au sein de la famille, quelle est l'histoire personnelle de cet enfant. Ça, ce serait des éléments importants à savoir. Mais a priori, c'est un enfant qui a une forte personnalité, qui sait se défendre ce qu'il y a elle. C'est plutôt des choses positives. Maintenant, ça tient à lui transmettre une valeur sociale qu'elle le partage. Je dirais que l'enfant n'a que 6 ans. Donc, elle sort, c'est peut-être c'est maintenant qu'elle va commencer à intégrer cette valeur-là. Jusqu'ici, elle sort de la phase de l'égocentrisme où elle perçoit tout pour elle et rien pour les autres. Elle veut que tout soit organisé autour d'elle-même. Donc, c'est un enfant qui a peut-être une forte personnalité, mais s'il faut aborder cela comme un peu... A priori, il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. S'il faut aborder cela comme un problème... si la maman, cependant, perçoit cela comme étant un problème, il vaut mieux peut-être qu'elle rencontre un coach ou un psychologue pour mieux explorer la situation de façon plus large. Et à ce moment-là, on verra si effectivement il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Mais a priori, c'est un enfant qui défend son territoire. Et c'est quelque chose de plutôt bien, de structurant pour cet enfant. Monsieur Tiassep, est-ce qu'on doit la forcer à prêter, à partager avec ses frères et sœurs, avec ses cousins? Mais là, on est désormais là maintenant dans les questions d'éducation. Quelles sont les valeurs et dans la question de la transmission des valeurs. Et Madame Samuel le disait tout à l'heure, c'est le parent qui est responsable de l'éducation de son enfant. Et c'est le parent qui, par conséquent, est responsable des valeurs qu'il voudrait transmettre à son enfant. Si le parent estime que la valeur partage est fondamentale pour elle, elle va peut-être pas la forcer, mais elle va trouver des moyens pédagogiques pour transmettre cette valeur. Et justement, la question du forcing peut être quelque chose qui concourt plutôt à ce qu'elle se braque
et non à ce qu'elle collabore. Donc il faut voir, identifier déjà aussi d'autres stratégies, d'autres stratagèmes. Est-ce que ce n'est qu'avec ce jouet qu'elle se comporte ainsi? Est-ce qu'il y a des choses avec son goûter, la maman, elle a nommé son goûter, tout ce qui lui appartient, ses chaises, sa chaise dans la maison. Voilà, maintenant, quelle est sa cible? Je veux dire, quels sont les gens avec qui elle est totalement remontée? Est-ce qu'il y a des personnes dans la fratrie avec qui elle partage un peu plus qu'avec d'autres ou pas? Si oui, qu'est-ce qui pourrait être le facteur explicatif ou les facteurs explicatifs? Et c'est à partir de ces leviers qu'on va analyser, on va étudier et on verra effectivement s'il y a un blocage. Donc, si le parent a défini la valeur partage comme une valeur essentielle ou une valeur fondamentale pour son enfant, c'est bien que le parent tienne à ce que ses enfants sachent partager. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, le parent va construire un projet éducatif dans lequel il va intégrer cette valeur et des activités, des exercices pour que l'enfant puisse acquérir cette valeur. Coach Samet, comment éviter les disputes liées à ce problème de partage avec ses frères? Bon, je voudrais commencer par dire que c'est vrai, c'est le parent qui doit éduquer l'enfant, c'est le parent qui a les valeurs qu'il veut transmettre à son enfant, mais du fait que nous vivons dans une société, il y a certaines valeurs qui s'imposent à nous, qui sont des valeurs sociales et qui permettent que la vie en société soit possible, parmi lesquels il y a le partage. Ça veut dire que même si dans votre famille, le partage n'est pas une valeur fondamentale, s'il vous plaît, ça doit devenir une valeur fondamentale. Parce que nous vivons dans la société, on ne vit pas en autarcie. Forcément, vous aurez à partager quelque chose, soit une information, soit vous aurez acheté quelque chose. C'est ça, socialiser, en fait. Donc, le partage est une valeur fondamentale pour les humains. Et même pour les animaux, si vous avez regardé. Donc, de ce point de vue, je peux dire que le parent doit amener l'enfant à partager. Mon copanéliste a très bien dit que ça doit être une pression douce, mais à la fin, il faut bien partager. Toute sa vie, il va partager. Nous, les adultes, tous les jours, on donne quelque chose et on reçoit autre chose. Donc, de ce point de vue, il faut que le parent comprenne que l'enfant doit partager. Maintenant, comment amener le parent... Comment le parent peut amener l'enfant à partager? Bon, il y a plusieurs manières. Chaque parent va adapter à son enfant. Mais les indications générales que je peux donner, c'est la première chose, partager avec votre enfant. Vous-même ne soyez pas chiche. Soyez quelqu'un qui donne à l'enfant. Soyez quelqu'un qui donne à ses frères. Que l'enfant voit ce que veut dire donner. Que l'enfant voit ce que veut dire partager. Donner à ses frères, donner à son papa ou à sa maman. Que l'enfant grandisse dans un environnement où on donne. Maintenant, demandez-lui de donner. D'accord, l'enfant ne veut pas donner, l'enfant s'accroche, mais amenez l'enfant à donner. Demandez-lui de donner. Il y a certains petits enfants, quand vous lui demandez de donner, il donne et il se met à pleurer immédiatement. Parce qu'il a fait ça, c'est malgré lui, c'est un petit enfant, on peut comprendre. Mais trouvez les moyens pour l'amener à comprendre que quand vous donnez à l'autre, il est aussi content, voir comment il joue. Et puis, il va même encore te donner. Regarde, tu as 2, si tu lui donnes 1, tu auras encore l'autre. Bref, trouvez le langage de l'enfant, le langage de chaque enfant. Parlez-lui son langage, mais dans tous les cas, l'enfant doit finir par accepter de partager. Et quelquefois, lorsque l'enfant ne fait pas ça, le parent aussi doit s'interroger. Est-ce que l'enfant là ne se sent pas en insécurité? Pourquoi il ne veut pas donner? Vous savez, on dit souvent que l'enfant qui est capricieux dans la nourriture, c'est bon, c'est entre guillemets. L'enfant qui est capricieux dans la nourriture, c'est parce que c'est que le congélateur est plein. Généralement, les parents disent ça. Ça veut dire que quand l'enfant refuse une nourriture, il sait qu'il a ça à disposition. Quand il voudra, il aura ça. Qu'est-ce qui peut faire que cet enfant s'accroche autant à ces choses-là? Est-ce que l'enfant se sent en insécurité? Est-ce qu'elle a l'impression que si elle donne ça, le monde s'écroule, elle n'aura plus autre chose? Il faut que le parent essaye un peu de voir, mais fondamentalement, chers parents, trouvez un moyen pour amener votre enfant à donner. Monsieur Tiasep, à quel âge l'enfant commence-t-il de façon volontaire à partager? Ben, disons que de façon volontaire, il n'y a pas d'âge. Effectivement, parce que c'est un principe d'éducation qu'on met en place le plus tôt possible. Donc, et ça va prendre chez les uns de façon instinctive dès le berceau. Et chez d'autres, ça demandera un peu plus de temps, comme c'est le cas sur lequel nous sommes en train d'échanger là. Ça demandera un peu plus de temps. Donc, mais en réalité, tout dépend de l'attitude du parent. Et Madame Stamel le relevait, l'enfant apprend beaucoup plus par imitation. Parce qu'il voit
circule, il voit autour de lui comment cela se passe et il intègre plus facilement. Et il apprend par imitation et identification. Le fait de voir comment les parents le font et il s'identifie à cela et il commence à le faire. L'autre chose aussi qu'il faut pouvoir miroiter à l'enfant, c'est la récompense du donneur. C'est-à-dire le plaisir qu'on a à apporter de l'aide à l'autre. Savoir que donner n'est pas perdu. Parce que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir enseigner aux enfants, que lorsqu'on donne, on ne perd pas. Par exemple, ce qu'on voit dans les livres, c'est les gens qui ont des connaissances que les gens avaient. Ils ont décidé de lire, d'écrire, de partager aux autres pour enrichir davantage le monde. Parce que beaucoup de gens, et ça même beaucoup d'adultes, pensent que lorsqu'on a quelque chose de précieux, il faut conserver pour soi. Alors, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt partager, parce qu'en partageant, ça vous donne d'être bien vu, d'être celui par qui vous avez apporté quelque chose de nouveau, quelque chose d'essentiel. Donc, il faut gratifier les parents au niveau de l'éducation, gratifier ceux des enfants qui font déjà l'effort de partager, les récompenser, les féliciter, les apprécier pour montrer qu'ils sont sur la bonne voie. C'est également comme ça que le message va pouvoir passer. Madame Samé, est-ce que cet enfant, cela pourrait avoir des répercussions sur sa vie future, si jamais ce n'est pas corrigé, encadré à temps? Oui, forcément, forcément. Ce sera un enfant introverti qui essaye de tout garder pour lui. Et comme on n'a jamais tout, lorsque l'enfant va se retrouver avec plein de matériel et les autres sont en train de socialiser, ça veut dire que si les enfants sont tous en train de jouer peut-être avec le ballon, et puis l'enfant est tout seul avec son ballon dans les bras, il sera triste. Pourtant, il a le ballon. Parce qu'il va se rendre compte que la relation humaine dépasse le matériel. Donc oui, effectivement, plus tard, si l'enfant continue comme ça, c'est elle qui va souffrir en fait. C'est elle qui va souffrir parce que les gens, voyant qu'elle est quelqu'un qui est centré sur elle-même, on va lui abandonner le matériel et puis les autres vont aller socialiser. Oh, c'est ça qui nous fait vivre, cette connexion que nous avons entre nous. Donc l'enfant va souffrir, mais à cet âge, je le redis, c'est quelque chose qui peut s'arranger. Juste avoir quelques trucs et astuces, ça peut s'arranger. Monsieur Tiassé, vous vouliez ajouter quelque chose pour sortir sur les répercussions que cela pourrait avoir sur cet enfant si jamais ce n'est pas encadré à temps? Mais tout simplement sur les répercussions, je dirais, au-delà de la période de l'enfance, même dans la phase de la vie adulte, et il pourrait effectivement avoir des répercussions parce que un enfant quelqu'un qui court le risque d'être un peu avare, de tout conserver pour soi, et qui court le risque de ne pas s'ouvrir sur le monde. Et on sait aujourd'hui ce que l'ouverture sur le monde, les interactions humaines peuvent apporter, à quel point elles peuvent nous enrichir. Donc, effectivement, c'est un enfant. Aujourd'hui, on évolue dans une période où on nous dit que le relationnel est une richesse fondamentale. Aujourd'hui, je suis certainement sur ce plateau aujourd'hui. Vous n'avez pas eu mon numéro de nuit, c'est parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui me connaissait et qui vous a dit, ah voilà, il peut vous donner. Donc, et un enfant qui ne s'intègre pas dans les relations humaines aujourd'hui, dans les interactions humaines, ça va être forcément un handicap pour son insertion socio-professionnelle plus tard. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette édition de SOS Parents. Monsieur Tiassé, merci d'être passé sur notre plateau. Eh c'est moi qui vous remercie et j'espère qu'il y aura d'autres fois. Et bonne fête de fin d'année à tous vos téléspectateurs. Bien entendu, monsieur Tiassé, il y aura d'autres. Vous serez à nouveau invité sur notre plateau. Madame Micheline Samé, merci encore pour votre contribution. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Je rappelle que vous répondez au numéro de téléphone 699 63 26 37. Voilà, au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, Nicolas Olomotia, il était à la console audio, Dalebiaz à la caméra, Cyril Nantion, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans cette édition. Mesdames, Messieurs, ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission dimanche à 16 h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'est prêt à Dieu.